16h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 30 juillet 2025. Le Niger et la Russie vont coopérer dans le domaine du nucléaire à des fins civiles. Ces projets, une fois mis en place, vont offrir des multiples opportunités au Niger pour assurer son développement économique, comme en atteste l'économiste Ambali Dodo Umaru. Si nous concevons et montons un projet de production de l'énergie nucléaire à usage civil, cela va nous conduire à transformer sur place notre uranium et à éviter de le transformer en tant que matière brute, qui souvent induit des pertes énormes. Parce que le fait d'échanger avec l'extérieur les matières premières va occasionner des avantages comparatifs aux partenaires et en même temps nous induire des désavantages. Parce que lui, le partenaire, il paye la matière première à faible coût et en même temps il les transforme pour nous renvoyer, n'est-ce pas, les produits transformés, les dérivés, etc. Donc si nous arriverons à transformer notre uranium sur place, cela va améliorer la rentabilité de la production de l'uranium et même nous conduire à créer de nouvelles unités industrielles pour la production de ce minerai. Alors le Niger va devenir un pays spécialisé dans le domaine minier, principalement dans la production de l'uranium. Et cela va nous placer au nombre des grandes puissances industrielles du monde. Et tous les pays qui se sont développés ont passé obligatoirement par cette étape-là. Donc, sans aucun doute, plaise à Dieu, dans les prochaines années, on va commencer à parler d'un miracle économique au Niger. Tous les grands projets aujourd'hui sont en train d'être mis en place. Mais il va rester un seul pour lequel je lance un appel aux autorités nigériennes. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, parce que l'insécurité est une situation qui remet en cause tous les projets. Donc il faut que nous nous précipitons à mettre en place une unité de montage de drones. Vous allez voir, dès qu'on le fera, je vous assure, à côté des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, etc., le Niger va être parmi les grandes puissances africaines et pourquoi pas parmi les grandes puissances mondiales. Parce que notre sous-sol regorge de toutes les ressources nécessaires. Il nous a manqué la technologie. Et avec nos partenaires russes, cette technologie-là sera acquise. Donc, qu'est-ce qui va nous empêcher de nous développer ? Ça ne peut qu'être que l'insécurité. Et si nous avons les moyens d'éradiquer cette insécurité-là, ce qui veut dire que le développement va s'installer de lui-même. Le consortium des organisations socio-professionnelles des médias du Niger, composé de COSPROMEN, SINAP et ASCAMEP, a animé ce matin un point de presse relatif à la situation des médias privés au Niger. C'était au siège de l'Union des syndicats de travail du Niger, ISTN. Suivant l'extrait du point animé par Suleiman Ousmane, il est membre du dit collectif. Ce point de presse s'articule autour de 3 axes ou 4 axes majeurs. L'axe premier, c'est les conditions de vie et de travail des organisations socio-professionnelles des médias du Niger ou de l'ensemble des professionnels des médias du Niger. L'axe 2, c'est par rapport à l'arrestation de nos confrères d'Agadez qui sont détenus jusque-là au niveau de la prison civile de Kolo à cette date. Ensuite, nous allons parler sur le rapport entre les médias privés et l'État de façon générale. Et en dernière position, nous allons parler sur la lenteur dans le processus de la mise en place de l'Observatoire national de la communication, ONC, et de la Maison de la presse, qui tarde toujours à se concrétiser depuis l'avènement du 26 juillet 2023. Ceci étant dit, pour le premier point dont j'avais évoqué tout à l'heure, c'est par rapport aux conditions de vie et de travail des médias privés du Niger. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne.
les médias privés de façon générale vivent dans une situation très critique, dans une situation précaire, dans une situation également très difficile. Cette situation se caractérise de façon générale par les arriérés de salaire. Donc pratiquement aujourd'hui, quand vous prenez la majeure partie des médias, notamment si on peut le dire, 98% des médias privés vivent dans cette situation des arriérés de salaire. Ensuite, il y a aussi la question de l'immatriculation. Les agents ne sont pas immatriculés au niveau de la Caisse nationale. Il y a aussi le contrat de travail qui n'est pas au rendez-vous à la date d'aujourd'hui dans pratiquement la majeure partie des médias privés du Niger. Pour toutes ces situations aujourd'hui, nous en tant qu'acteurs du domaine, en tant qu'également COSPROMEN ou collectif des organisations socio-professionnelles des médias du Niger, nous dénonçons cet état de fait et nous rappelons les promoteurs de ces médias de se conformer aux textes en vigueur. Également, de prendre leurs responsabilités pour justement faire face à toutes ces situations que nous avons évoquées tout à l'heure et de mettre nos militants de leurs droits à travers le paiement de tous les arriérés de salaire, l'immatriculation des agents et également le contrat de travail pour tous les agents qui sont dans ces médias privés de la place. Nous rappelons également aux promoteurs leurs responsabilités face à cette situation, puisque aujourd'hui, quand vous prenez de façon globale, les promoteurs, ils pensent que quand tu crées un média, le média c'est pour toi, tu fais ce que tu veux, alors que si on fait un peu les statistiques, c'est pas du tout ça. Donc les promoteurs doivent revenir à la raison. Sinon, nous, en tant qu'acteurs du domaine, nous allons prendre toutes nos responsabilités pour faire face à la situation. Donc, de façon résumée sur ce point, nous exigeons le paiement de tous les arriérés de salaire, l'immatriculation également de ces agents et également le contrat de travail pour tous les agents qui sont dans ces médias privés. Le second point, c'est au niveau de l'arrestation de nos confrères d'Agadez, les journalistes d'Agadez, qui sont à la date d'aujourd'hui au niveau de la prison de Kolo, qui sont toujours détenus là-bas. Nous dénonçons cet état de fait, nous condamnons également leur arrestation et nous demandons de façon globale leur libération le plus vite possible pour qu'ils puissent regagner leurs familles respectives et également rejoindre leur lieu de travail. Nous sommes en pleine saison de pluie au Niger. Cette saison est une période du paludisme, une maladie qui fait beaucoup de dégâts chaque année. Le paludisme se traite de plusieurs manières. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au traitement à base des plantes. Comment se fait ce traitement? Réponse avec Dr Abdourahmane, spécialiste en santé publique. Nous disposons donc des traitements qui sont médicaux. Les traitements médicaux se font surtout à base d'antipaludiens qui peuvent aller de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine jusqu'aux combinaisons associant aussi de la quinine. Donc pour l'instant, pour le moment, dans le protocole national de lutte contre le paludisme, ces traitements-là sont le plus souvent le mieux sont à base de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc vous allez avoir plusieurs gammes de ces produits-là qui vont aller de comprimés à prendre par voie orale jusqu'aux produits qui sont injectables par voie parentérale. Tous les médicaments que nous connaissions dans ce sens-là sont issus des extraits de plantes. Ici, c'est des plantes en fait qui permettent de traiter ces maladies-là. Donc c'est peut-être qu'après que des améliorations peuvent être faites sur la composition chimique ou sur la formulation chimique de la molécule, mais dans tous les cas, la base est au niveau des extraits de plantes. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'on utilise la plante pour pouvoir traiter une maladie, tant que des études ou des constats ou des études d'expérimentation ont été menées et qui permettent vraiment de conclure à l'efficacité de la plante ou négliger l'effet de la nocivité et la quantification des doses nécessaires pour pouvoir arriver à un bon traitement. Donc c'est des choses qui peuvent être complémentaires et c'est des choses aussi sur lesquelles aussi nos pays doivent vraiment se pencher afin de renforcer la recherche dans ce sens-là pour permettre de mettre à disposition de nos populations des molécules qui sont vraiment très de bonne qualité
qui sont accessibles à toutes et à tous, et aussi qui peuvent permettre donc de traiter donc les maladies qui nous font souffrir dans nos États. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi, du moment où en fait donc on a ce domaine donc qui est pris en charge déjà par les directions du ministère de la santé et de l'hygiène publique, donc notamment donc au niveau donc de la direction donc de la pharmacie et de la pharmacopée traditionnelle, donc qui s'occupe donc de cet aspect-là. Donc je pense qu'il va falloir donc renforcer la recherche médicale dans ce sens-là pour pouvoir donc disposer donc d'assez de connaissances donc par rapport à l'usage de ces plantes-là. Déjà traditionnellement donc on reconnaît en fait donc l'effet donc du quinqueliba. Donc ça c'était traditionnellement connu, et aussi qu'il y avait vraiment donc des aspects qui sont très en relation avec une plante qui était à l'origine donc de la quinine. Ça c'était déjà depuis des temps anciens. Il y a aussi la découverte aussi donc d'autres plantes telles que l'artémisia, qui est vraiment donc à la base donc de la fabrication d'autres médicaments tels que donc les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine, donc qui sont utilisés dans le cas de la lutte contre le paludisme. Je sais qu'il y en a bien d'autres aussi donc qui sont peut-être connus ou pas connus, mais je peux déjà citer essentiellement ces plantes-là en fait dont l'efficacité donc est relativement prouvée donc par rapport à leur usage en milieu de façon empirique. Donc, pourquoi de façon empirique? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te dire combien de doses, combien de feuilles il faut broyer, combien de ceci, cela il faut faire, combien de litres de tisane il faut boire pour pouvoir se traiter. Donc, c'est des choses en fait donc qu'on utilise de façon empirique, donc jusqu'à ce qu'on sente donc la guérison. Place à présent à la chronique juridique, un rendez-vous hebdomadaire dont le numéro d'aujourd'hui porte sur l'injonction de payer, un sujet traité par Alfred Goubaji. Il est juriste et également président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui porte sur l'injonction de payer. L'injonction de payer, en fait, est prévue par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution. Vous savez, dans les relations d'affaires, les gens sont amenés souvent à réclamer certaines créances. Eh bien, cette réclamation des créances est prévue selon une procédure particulière appelée la procédure d'injonction de payer. Nous allons essayer de voir les conditions dans lesquelles cette procédure est exercée. En se référant à l'article 1er de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, on se rend compte que l'énumération est formée de cette manière, où cette disposition stipule que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. Ici, j'aimerais que nous nous retardons un peu sur le terme recouvrement de créance. Et comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre des relations d'affaires, les gens sont appelés à réclamer des créances qui sont restées impayées. Et c'est bien que cette procédure leur est ouverte afin de pouvoir bénéficier ou bien de rentrer dans leurs droits. Donc, l'article 1er de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies de recouvrement et les voies d'exécution dispose que le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. Ici, il y a un certain nombre de conditions qui ont été posées pour engager la procédure d'injonction de payer. Notamment, la créance en question qui est réclamée doit revêtir certains caractères. Premièrement, la créance doit être une créance certaine.
la créance doit être également une créance liquide et enfin une créance exigible. De quoi est-ce qu'il s'agit? Que veut dire créance certaine? Alors, la créance certaine, c'est une créance incontestable et qui est actuelle. Et le résultat de cette exigence que le titulaire d'une créance éventuelle ne peut pas recourir à la procédure d'injonction de payer. Donc, vous voyez ici le caractère certain de la créance fait en sorte que ce soit une créance incontestable. Ici, il n'y a pas de doute sur le caractère certain de la créance. Et puisque cette créance est certaine, cette disposition vous permet légalement de réclamer ou bien de procéder au recouvrement de cette créance par la procédure d'injonction de payer. Mais en dehors du caractère certain de la créance doit être également liquide. Le caractère liquide veut dire tout simplement que il y a un montant qui est déterminé. Lorsque son montant en argent est connu et déterminé, en ce sens, nous parlons de la créance liquide, puisque là, nous avons une idée claire du montant qui est réclamé. Donc, en fait, le législateur OHADA est allé dans ce sens pour montrer que ce n'est pas n'importe quel type de créance qui peut être recouvré par la voie de la procédure d'injonction de payer. Il y a un certain nombre de caractères que doit revêtir la créance afin d'engager la procédure d'injonction de payer, notamment le caractère certain de la créance, le caractère liquide de la créance et enfin le caractère exigible de la créance. En ce sens, le caractère exigible est de mise lorsque le titulaire peut exiger immédiatement le paiement de la créance. On peut déduire de cette exigence que la procédure d'injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le recouvrement de créances assorties d'un terme suspensif. Si déjà il y a un terme suspensif qui a été prévu entre les parties, là vous ne pouvez pas engager la procédure d'injonction de payer. Mais lorsque vous pouvez immédiatement exiger le paiement de la créance, là vous pouvez engager la procédure d'injonction de payer. Donc pour me résumer, la procédure d'injonction de payer avant de l'engager, c'est-à-dire vous avez une créance avec une personne, avec un partenaire d'affaires et que vous n'arrivez pas à recouvrer cette créance, la loi ou le code OHADA vous permet d'engager ou bien de procéder au recouvrement de cette créance par la voie de la procédure d'injonction de payer. Mais attention, il faudrait que cette créance puisse revêtir un certain nombre de caractères, notamment le caractère certain, le caractère liquide et le caractère exigible. Eh bien, en dehors de ces caractères de la créance, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui est à la base ou la cause de cette créance, ou bien dans quelles conditions on peut, ou bien qu'est-ce qui donne naissance à une créance qui peut être recouvrée par la voie de la procédure d'injonction de payer. Et en ce sens, l'article 2 de l'acte uniforme dont nous parlons tantôt dispose ceci. La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque vous retenez ces deux conditions. Tout à l'heure, nous avons vu les caractères que doit revêtir la créance. Mais ici, nous voyons les conditions dans lesquelles on peut engager la procédure d'injonction de payer. Donc, l'article 2 prévoit deux conditions. La première condition est celle d'une créance qui a une cause contractuelle. Et deuxièmement, c'est que l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Voici les deux conditions qui ont été posées. La première condition, c'est que pour engager une procédure d'injonction de payer, la créance en question doit avoir pour base une cause contractuelle. C'est-à-dire que les parties étaient engagées dans un contrat. Ça peut être un contrat d'affaires, ça peut être un contrat en tout cas qui permet ou bien qui vous donne un certain nombre de droits pécuniaires, etc. Donc, dès l'instant où la créance que vous cherchez à recouvrir a une base contractuelle, c'est-à-dire elle est basée sur un contrat, eh bien, l'article 2 ou bien la procédure d'injonction de payer peut être engagée.
La deuxième condition, c'est celle dans laquelle la créance ou l'engagement ou ce que vous recherchez est basé ou résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque ou d'une provision qui s'est relevée ou révélée inexistante ou insuffisante. Je m'explique. Quelqu'un vous doit de l'argent ou bien devait procéder à un paiement. Eh bien, il utilise un chèque. Mais vous êtes allé encaisser ce chèque, mais après ce chèque s'est révélé sans provision. D'ailleurs, le chèque sans provision est quand même un acte assez grave. En donnant le chèque, vous devez connaître déjà le fonds ou bien ce que vous avez sur votre compte. Donc c'est réprimé au pénal, chèque sans provision. Donc si vous prenez un chèque dont vous n'arrivez pas à encaisser parce qu'il n'y a pas de provision, eh bien au terme de l'article 2, vous pouvez engager la procédure d'injonction de payer pour réclamer le paiement de cette créance. Ou bien lorsque cela résulte également de tout effet de commerce. Il en va de même. Donc, nous voyons ici que la créance a non seulement des caractères, le caractère certain, liquide et exigible avant d'engager la procédure, mais également il faudrait que l'engagement même ou bien ce que vous recherchez puisse avoir une base qui est de nature contractuelle, ou bien que cela résulte des effets de commerce ou d'un chèque sans provision ou d'une provision qui s'est révélée inexistante ou insuffisante. Voici autant de conditions qui ont été posées par le droit OHADA. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par la thématique, quand vous serez dans ce genre de circonstances, vous pouvez saisir les professionnels du droit qui peuvent engager la procédure, qui peuvent saisir la juridiction compétente, notamment le président du tribunal. Maintenant, quand cette requête est déposée, eh bien, il reviendra au président du tribunal d'examiner est-ce que ce que vous demandez est fondé en droit. Si, après examen, le président de la juridiction compétente estime que, eh bien, la créance est fondée, eh bien, il fait droit à votre requête par voie d'ordonnance. Et donc, maintenant, après, vient également d'autres procédures, telles que l'opposition, parce que si la personne contre laquelle vous avez engagé la procédure également n'est pas d'accord, la loi lui donne la possibilité de contester cette décision du président du tribunal par la voie de l'opposition. Mais retenez tout simplement que, et c'est là l'objet de ma communication, pour dire tout simplement, quand vous avez une créance, puisque bien souvent, c'est à ce niveau que se posent les problèmes. Beaucoup de gens ont des créances qu'ils n'arrivent pas à recouvrer parce qu'ils ne maîtrisent pas la procédure qui sied selon chaque type de dossier ou bien chaque type d'affaire. Donc, dès l'instant où votre créance en question a une base contractuelle ou qu'elle résulte d'un effet de commerce, ce que nous avons vu au terme de l'article 2, vous avez la possibilité d'engager la procédure d'injonction de payer. Et si votre créance est fondée ou si après examen du dossier, le président du tribunal estime que votre requête est fondée, eh bien, il fait droit à votre requête et en ordonnant à votre débiteur de procéder au paiement.